Bonjour Didier Raoult. Bonjour. Merci d'être avec nous pour Europe 1. Vous avez appelé votre livre « Société du factice, journal d'un complotiste ». Moi, j'aimerais bien avoir votre définition du complotisme. Et est-ce que même c'est un terme péjoratif pour vous et dans votre bouche ? Non, c'est parce que j'entends le complotiste sortir à tout bout de champ. Pour le remettre dans une perspective plus distante. D'abord, dans ce livre, j'explique que les Français sont de plus en plus bêtes. Donc, je suis d'accord avec ça. Ça se traduit, ça, par, vous savez, quand on fait des tests, que ce soit chez les étudiants, ou dans les écoles, ou maintenant chez les adultes, avec un truc qui s'appelle PIAX, que je cite là-dedans. Ce qu'on fait aussi aux États-Unis, on se rend compte que le QI des Occidentaux est en train de diminuer de manière très, très, très rapide pendant le 21e siècle. Et ça se mesure comment ? Ça se mesure avec le vocabulaire, ça se mesure avec quelques opérations mathématiques simples et par la compréhension d'un texte sur une page. Eh bien, il y a 30% des Français qui ne comprennent pas un texte sur une page. C'est la situation actuelle. Donc on a une situation de dégradation de la compréhension qui se traduit par une dégradation du vocabulaire, qui se traduit par le fait que quand on n'aime pas quelqu'un, il est soit fasciste, soit complotiste, soit d'extrême gauche, soit d'extrême droite. Mais les gens n'ont plus accès, ou les gens qui veulent être élus les prennent tellement pour des imbéciles, ou les journalistes qui veulent être entendus les prennent tellement pour des imbéciles qu'ils ne peuvent utiliser que des mots simples, ce qui est très intéressant. La deuxième chose qui me paraît très intéressante, malheureusement que je n'ai pas développé ça, mais je suis content, ça veut dire que j'aurai encore des choses à écrire. Si vous voulez, quand j'étais jeune, la pensée dominante était faite par des gens de gauche qui analysaient. Le meilleur journal à l'époque, c'était le Nouvel Observateur, qui était un journal génial dans les années 70. Hein. Ça a changé ? Mais il y en a plus. C'est-à-dire que vous imaginez celui qui a inventé de requalifier les noms. C'est Jacques Derrida, qui était de gauche, bien sûr. Et c'est lui qui a été le père de ce qu'on appelait le politiquement correct, c'est-à-dire de ne pas utiliser un mot qui avait pris une signification négative, stigmatisante, comme on dit maintenant, de le remplacer par un autre mot, parce que le mot avait perdu son sens, ou bien alors, simplement, parce que le mot n'avait pas le sens qu'il a d'habitude. Et donc, bien entendu, il faudrait, pour utiliser le mot complotiste, avoir une définition du complotisme. Pour utiliser le mot fascisme, il faudrait savoir ce qu'est le fascisme. Manifestement, les gens ne savent pas du tout ce qu'est le fascisme, parce qu'ils ne connaissent pas non plus l'histoire, ils ne connaissent pas le vocabulaire, mais ils ne connaissent pas l'histoire. Et ça vous exaspère, ceux qui l'emploient à tout bout de champ ? Non, les mots comme fasciste ou complotiste ? C'est difficile de m'exaspérer. Je m'en fiche de tout. Vous en fichez ? Oui, vous savez, moi, si je dois me rapprocher d'un mode de pensée, je suis proche des stoïciens. Ce qui m'intéresse, c'est l'estime que j'ai de moi-même. L'estime que les autres ont de moi, si vous voulez, ça me bouleverse pas. Sauf les proches, mais enfin, pour les autres, c'est pas très grave. Voilà. Et le fait que vous l'ayez appelé, que vous l'ayez nommé journal d'un complotiste, vous en jouez ? Peut-être un petit peu ? Ah oui, ça m'amuse. Oui. Non, bien sûr. Non, mais bien sûr. Alors, franchement, je ne redoute pas les mots. Donc, mais tout ça est mélangé en mettant tous nos ennemis, on les groupe sous un nom unique, comme ça, compréhensible, qui est, voilà, c'est notre ennemi, lui, voilà, c'est notre ennemi, donc il est ou fasciste ou complotiste. C'est la sensation que vous avez eue dans le traitement médiatique, peut-être à des moments, notamment après la période Covid ou même pendant ? La sensation que j'ai eue, c'est qu'il manque vraiment, on manque vraiment de politique, de vraie politique en France. Il n'y a plus que des combats de coqs, si vous voulez, qui d'ailleurs ne m'intéressent pas du tout, c'est pas intéressant. Parce que, si vous voulez, ça veut dire qu'il n'y a plus de gauche du tout. La gauche anticapitaliste n'existe pas. Parce que là, vous êtes face à l'affaire capitalistique la plus scandaleuse de tous les temps, c'est-à-dire 100 milliards par an pour Pfizer, pour un vaccin qui marche comme il marche, sans qu'aucun parti politique dise « mais vous êtes en train de vous foutre de nous ». En plus, c'est des discussions secrètes, on n'arrive même pas à voir les données. Et les quelques qui disent « mais on voudrait bien savoir ce qui s'est passé », du coup, on les met dans les complotistes, parce que vous n'avez pas le droit de vous poser la question de savoir s'il est licite que quelqu'un qui manipule un budget de 200 milliards par an ait une conversation secrète avec quelqu'un qui va lui commander 43 milliards sans qu'on en puisse y avoir une trace et sans que la loi ne prévoie que ceci ne soit systématiquement enregistré, gardé pour pouvoir servir
si les questions se posent. C'est un monde d'un autre temps, ça. Notre classe politique, elle n'a pas été à la hauteur durant cette période. C'est ce que vous dites. Moi, je n'entends pas de politique, si vous voulez. J'entends des combats de coq. Vous voyez, les gens se battent sur des choses, éventuellement sur des choses d'ailleurs qui se passent ailleurs, et ce qui se passe sous leur nez. C'est-à-dire, on a ruiné le pays, on a enfermé les gens sans raison. Tout le monde sait que ça servait à rien, qu'au contraire, il y a eu plus de gens infectés chez les gens confinés que chez les autres. Et tout ça n'est pas un sujet. C'est pas un sujet de discussion entre la droite et la gauche. Pas du tout. Les types, ils font du fric, on s'en fout. C'est pas ça qui nous intéresse. Il y a des choses qui nous intéressent, sont beaucoup plus, qui se passent pas du tout ici d'ailleurs, mais qui nous intéressent beaucoup plus que ça. Donc, ou qui nous intéresse, savoir, vous êtes facho, vous n'êtes pas facho, vous êtes d'extrême droite, pas d'extrême droite, vous êtes d'extrême gauche, pas d'extrême gauche. Et tout ça, je ne sais pas, si vous voulez, parce que je n'ai pas entendu en France un discours de fasciste, c'est-à-dire de quelqu'un qui dit on va renoncer à la démocratie, vous ne voterez pas, si vous votez pour moi, il n'y aura plus de démocratie, finalement, je ferai très bien les choses. Ce qui était ça, le discours des fascistes en pratique. Je n'ai pas entendu non plus qui est... Donc, on n'en est pas là. On en est... Alors, il y a des petites phrases un peu douteuses à droite, à gauche, si vous voulez, mais la politique, c'est-à-dire, attendez, le système économique tel qu'il fonctionne maintenant est un système économique dont on voit que ça ne peut pas marcher très longtemps, cette histoire. On ne peut pas continuer à dépenser plus d'argent qu'on en a éternellement. Je ne sais pas, bien alors on arrivera à une des situations qu'on a déjà connues, dont la dernière, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'était 1787-88, après les échecs de Turgot et Necker, et enfin ça donnait la Révolution française quand même. Et il a fallu vendre tous les biens nationaux pour recouvrir la dette qui avait été accumulée sous la Régence, sous Louis XV et Louis XVI. Donc, comment on va faire cette guerre ? Il va falloir vendre le Louvre. Et déjà, il faudrait récupérer déjà les joyaux de la couronne pour pouvoir les revendre à je ne sais qui. Parce que pour l'instant, on n'arrive même pas à garder ce qu'on a. Ils ont tort. Le patrimoine, c'est très important. C'est en vendant le patrimoine que la Révolution française a réussi à payer les dettes. C'est comme ça que ça s'est passé. L'accumulation des dettes, à un moment, il ne faut pas croire. Je pense que c'est parce que ces politiques ne durent pas longtemps. Ils s'en fichent, vous savez. Je me permets de revenir sur ce que j'ai noté dans votre livre. Et vous dites notamment que vous avez dû vous battre contre plein de tentatives de décrédibilisation contre votre valeur scientifique pendant des années. Comment vous l'expliquez ? Et est-ce que, selon vous, vous avez subi une forme d'acharnement ? Ce que j'ai voulu dire, c'est que l'idée, là maintenant, qu'on essaie de nous vendre que la science transcende la politique, c'est une idée farfelue. À chaque fois que les politiques veulent introduire quelque chose, ils utilisent toujours une notion qui dépasse le fait que c'est leur propre responsabilité et que c'est pas le reste, et que là, comme leur responsabilité, ils n'ont pas voulu la prendre. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles on m'avait foutu dans un conseil scientifique dont je suis sorti. Moi, je ne voulais pas prendre de décisions politiques, parce que c'est pas aux scientifiques à prendre des décisions politiques, pas plus que c'est aux politiques à prendre des décisions scientifiques. C'est des choses distinctes. C'est pas la même chose. Donc moi, le confinement, je pensais qu'il n'y avait aucune science derrière le confinement. C'est la raison pour laquelle j'ai démissionné quand on m'a dit on va commencer à confiner. Vous estimez qu'on s'est trompé sur à peu près tout ? Oui. 100%. Ah oui. Ouais. 100%. Oui. Tout, mais parce que vous ne pouvez pas imaginer le niveau d'ignorance au plus haut niveau de l'État. C'est ça qui est stupéfiant. Moi, je le savais, parce que malheureusement, j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'essayer de faire avancer les choses dans ce monde-là. Quand, vous savez, c'est moi qui ai dit au président de la République, vous savez, faire une PCR, c'est très simple. Tout son environnement, l'Institut Pasteur, son conseil et tout, disait on ne peut pas faire de PCR. Donc, et moi, je faisais des centaines de PCR par jour. Vous savez, moi, j'en fais entre 300 et 400 000 par an, des PCR. Vous savez, ça en rajoute. J'ai toutes les machines pour les désigner. On connaît très bien les amorces. On connaît le génome. Ça a été fait par les Chinois. On connaît les amorces qui ont déjà été testées en Allemagne. Donc, on a pris les leurs, on a réinventé les nôtres. Et puis, on fait les trucs. Et les réactifs, il y a des gens qui spontanément, les vétérinaires spontanément, on a dit on a des réactifs pour faire 10 000 tests. Vous les voulez ? Ils ont proposé ça à Delfrécy aussi, qui leur a pas répondu. Et Delfrécy disait non, on ne peut pas faire les tests. On n'a pas les moyens de faire les tests en France. Et moi, j'ai dit au président de la République, vous savez, c'est très simple. Et quand il est venu me voir, j'ai dit, vous savez, je vous ai dit, c'est très simple. Il m'a dit, écoutez, vous êtes le premier à m'avoir dit ça. Et je me suis renseigné, c'est vrai. C'est le truc, tous les laboratoires font ça. Donc ça veut dire que l'environnement
est inouïe. Vous savez, quand vous avez le ministre de la Santé qui ose me dire à moi, qui fait des séquences génomiques depuis l'an 2000, je lui dis, vous savez, il y a des variants qui sont en train d'apparaître, en particulier, il y en a un qui est parti en Afrique, qui est revenu par l'Algérie et qui revient en bateau, qu'on a appelé le Marseille 1. Il m'a dit, face à face, il n'y a pas de variant dans ce virus. Et puis, c'était répété à la télévision, son conseiller virologue, qui était Bruno Lina, disait à la télévision, c'est un virus à ARN qui ne mute pas, ce qui est un défi à la connaissance scientifique. C'est impossible. Le virus à ARN, il n'y en a aucun qui ne mute pas. C'est complètement idiot. C'est une bêtise banale. Et puis, une infectiologue qui était Karine Lacombe, qui disait, c'est un virus qui ne mute pas. Mais c'est un truc, ce degré, c'est spectaculaire, le degré d'ignorance. C'est spectaculaire. Et donc, bien sûr, quand vous posez... Après, les gens disaient, non, mais... Après, il se trouve qu'à peu près sur toutes les bases de données que vous preniez à l'époque, j'étais le plus cité au monde depuis 20 ans dans mon domaine. Alors que c'était difficile de dire que je n'y comprenais rien. Alors, il s'est fait, d'une part, alors maintenant il est devenu gâteux, deuxièmement, maintenant il cache les données, ou bien alors maintenant sa science était mauvaise parce que... il n'a pas suivi les règles d'éthique. Vous avez l'impression d'avoir été sali à ce moment-là, d'avoir été sali? Non, je m'en fiche. Non. C'est pas, encore une fois, je vous ai dit, je me fiche complètement de l'opinion des autres, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir. Au contraire, tout ce qui me stimule, moi, m'aide à réfléchir. Donc, ça m'aide à réfléchir. Ça m'a aidé beaucoup à regarder sur le plan juridique un certain nombre de choses. J'aurais des conseils. Le jour où quelqu'un me demandera des conseils sur cette folie-là, comment on peut tenter de détruire une réputation scientifique. Et alors, on sera très aidé, c'est très, très intéressant, par un vrai outil là, qui dans cette occasion, change beaucoup, qui est l'intelligence artificielle en juridique, en droit, c'est génial. En science, c'est très compliqué parce qu'ils ne savent pas faire la hiérarchie. Vous savez, la science, est toujours, contrairement à ce qu'on dit maintenant, c'est toujours controversé. Il y a toujours un truc, l'autre. Et le fait que vous publiez dans ce qu'on considérait comme les papiers dominants, dont on s'est rendu compte que c'était les plus achetés en réalité par l'industrie pharmaceutique et puis par les mêmes grosses boîtes qui sont BlackRock, Vanguard, etc. Comment vous triez là-dedans, c'est extraordinairement difficile. Tandis que si vous voulez parler du droit français, pour vous sortir la loi et l'arrêter, ils savent le faire. Donc vous posez la question, il peut très très bien, ce qu'on fait maintenant. Donc il y a un site de délation en ligne là, qui est spécialisé dans le fait de nous insulter. À chaque fois qu'ils mettent quelque chose, on regarde ce que dit ChatGPT ou Grok, qui dit non, c'est pas vrai, il n'y a rien d'illégal, rien du tout, c'est pas vrai. On le renvoie aux journaux qui nous disent mais enfin Peuple-Pire dit ça. Je dis non, mais peut-être que Peuple-Pire dit ça, mais c'est pas la loi française. Et au bout d'un moment, ils sont tellement enferrés, parce que vous savez que les gens ont des difficultés à reconnaître qu'ils se sont trompés, qu'ils disent finalement on se fout de la loi française, c'est nos règles à nous. Donc on est face à une situation dans laquelle la France paie des publications que les gens peuvent rétracter 20 ans après en disant « nos règles ont changé, c'est nos règles à nous, maintenant on l'enlève ». Donc on est une situation quand même qui est une situation très critique de l'Occident. Donc c'est une situation extrêmement critique. Et effectivement, qui sont une situation un peu désespérée, compte tenu du fait que ce que vous voyez, vous, sur la Chine, quand vous achetez, je sais pas, chez Shein, Temu, etc., c'est la même chose dans la science. Hein. Dans la science, c'est les meilleurs. Moi, c'était mes seuls rivaux. Hein. Les 10 dernières années, il n'y avait qu'avec les Chinois qu'on était en rivalité, parce qu'il n'y avait qu'eux qui avaient notre niveau technologique. Hein. Et donc, les Chinois, eux, ils ont inventé leurs journaux, donc ils n'ont plus besoin du Lancet, etc. Alors, eux se battent beaucoup pour dire que c'est des journaux prédateurs, c'est pas des bons journaux, il ne faut pas publier là-dessus. La France, maintenant, dira on évaluera les CV en excluant les journaux chinois, en excluant les journaux indiens. Moi, je pousse beaucoup, quand je vais en Afrique, il faut leur dire, il faut que vous... Ils commencent d'ailleurs, hein, il faut que vous fassiez vos propres journaux, qui soient des journaux académiques. C'est des machines à faire du fric, hein, la presse scientifique. Ça a été inventé, ça, par Robert Maxwell. C'est Robert Maxwell, vous voyez que tout finit par se regrouper, c'est Robert Maxwell qui s'est rendu compte que c'était la plus grande machine à faire de l'argent. Ils font 30 à 35% de bénéfices. Il n'y a rien d'équivalent. Lancet, ça fait 30 à 35% de bénéfices. Il y a ce qu'on appelle une espèce de cartel des 4 grands qui se mettent d'accord pour pouvoir avoir des règles communes et empêcher, comme dans tout système capitalistique et monopolistique, ils essaient d'empêcher l'arrivée de la presse chinoise et de la presse indienne. Et ils auront des difficultés parce que c'est eux qui publient les meilleurs papiers. Et maintenant, ils ont leurs journaux. Ils ne voient pas pourquoi ils paieraient pour avoir des papiers dans des journaux qui sont anglo-américains ou allemands.
Vous m'avez parlé de la période Covid, vous me dites qu'on s'est trompé sur tout, à 100%. Vous avez rencontré Emmanuel Macron, vous avez rencontré Olivier Véran. Est-ce que vous avez la sensation, au moment où ça s'est passé, durant cette période, qu'ils vous ont écouté, sincèrement? Ou c'était de la posture? Alors, j'en sais rien. Globalement, si vous voulez, l'interprétation, c'est pas mon domaine. Moi, Macron, quand je lui parlais, il avait l'air de comprendre ce que je disais, ce qui est déjà bien. Après, je pense que les choses ont beaucoup viré parce que, encore une fois, il n'était pas ni entouré de gens qui savaient, ni à même lui-même de distinguer vraiment entre ce que les gens lui répétaient tous les jours et ce que je lui disais, moi, une fois de temps en temps. Véran, je pense qu'il ne comprenait rien du tout. Donc, ça, c'est mon avis. Je pense qu'il ne comprenait rien du tout. Non, il ne comprenait rien du tout. Et il ne comprenait rien du tout. Et il savait, comme la plupart des gens qui ne comprennent rien, il ne savait pas que, bien sûr, les gens, c'est Coluche qui disait ça, vous savez, les gens, ils jugent avec ce qu'ils ont. Hein. Et donc, il n'y a pas d'imbécile qui sache qu'il est un imbécile. Il ne sait pas. La démarche du président de venir vous voir, elle était sincère? Je crois qu'il s'est rendu compte, quand je l'ai vu, quand j'ai discuté avec lui, je pense qu'il s'est rendu compte que l'environnement qu'il avait, en particulier à partir de cette histoire de PCR, on lui dit on ne peut pas faire de tests. Je lui dis mais on peut faire des milliers de tests, enfin, tout le monde fait ça. Et quand il s'est renseigné, qu'il a vu que c'était vrai, il a commencé à avoir des doutes quand même. Il a eu des doutes avec son conseil. Moi j'ai échangé un moment avec lui, je lui ai dit de changer son conseil scientifique en lui mettant une liste de stars de la science. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il ne m'a pas répondu, mais après j'ai même eu celui qui est maintenant le ministre de la Recherche, qui était à l'époque le conseiller de Matignon. Je lui ai envoyé une liste, il voulait avoir un vrai épidémiologiste, voilà. Vous voulez avoir un vrai virologue qui connaisse les séquences, voilà. Vous voulez avoir quelqu'un qui travaille, il fallait mettre un vétérinaire dès le départ aussi. Ça faisait des allers-retours sur les animaux, donc il fallait... Alors tout le monde, on était dans l'ONELS, tout le monde dit il faut qu'on ait tout, les plantes, les animaux. Là, dans un comité scientifique, il n'y avait pas de vétérinaire, c'est pas raisonnable, vous voyez. Et donc, quand il y a eu un des problèmes français qui a été qu'il s'est créé un variant dans l'élevage de visons français, du coup, il y avait dans ce conseil scientifique, il n'y a personne qui s'y intéressait. Et donc, les Hollandais avaient trouvé en mai qu'il y avait des épidémies chez les visons, les Danois en juillet, et nous, il n'y a pas avant novembre qu'on a commencé à les tester quand même. Donc, tout était nul. Voilà, c'est pas compliqué, c'est tout. Depuis les visons, honnêtement, à partir de... L'OMS n'a pas été très performant, mais en fait, déjà en mai, l'OMS disait qu'il faut faire attention, il y a des épidémies dans les élevages de visons. Et en France, on n'a rien fait. Voilà. Donc on peut regarder, et c'est un problème d'infrastructure. C'est pour ça que je vous dis, Véran, c'est juste l'image de ça. En réalité, c'est que l'infrastructure qu'il y a derrière est une infrastructure qui est mauvaise. Voilà, il y a la recherche médicale, c'est cassé la figure depuis longtemps, depuis qu'on a sorti l'INSERM des hôpitaux. Et donc, la recherche médicale dans les hôpitaux est pratiquement exclusivement basée sur les relations avec l'industrie pharmaceutique. Et ce n'est pas de la recherche, c'est de la prestation de services pour l'industrie pharmaceutique. Donc, vous avez donc toute une population qui baigne dans les conflits d'intérêts. L'idée même de conflit d'intérêts est une chose qui semble complètement obscure dans ce pays. Et ça, c'est une vraie spécificité française. C'est nous qui faisons le moins attention, alors que c'est une obligation légale. Vous savez, vous devriez me demander, d'après la loi, depuis Xavier Bertrand, est-ce que vous avez des conflits d'intérêts dans la conversation que nous avons ? Vous avez entendu ça? Moi, j'ai regardé parce qu'à l'époque, c'était facile. Mais vous savez, tous les trucs que j'ai révélés comme étant des accès faciles pour trucs, ils ont été supprimés ou transformés pour plus qu'on y ait accès. C'est amusant, d'ailleurs. C'est une espèce de jeu d'échecs. Pour ça, vous me demandez, ça m'amuse beaucoup. Hein. Alors, il y avait un truc qui s'appelait Eurofordoc. Et quand les gens ont vu que j'utilisais ça, parce que c'était très simple à l'époque de le voir, vous tapiez le nom, vous regardiez combien il avait reçu directement, indirect. Et j'ai fait un article scientifique international en mettant la corrélation entre le niveau de financement de conflits d'intérêts et la position officielle vis-à-vis de l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Et c'était strictement corrélé. 100%, je l'ai publié. Donc, quand même, c'était facile que personne ne reprenne ça et qu'on n'applique pas la loi en France qui est, vous devez, quand vous parlez d'un sujet pour lequel vous avez reçu de l'argent pour recommander un traitement, je ne sais pas, si vous recommandez le Remdesivir, vous devez dire, voilà, quels sont les liens que j'ai avec Gilead. Si vous recommandez le Paxlovid, vous devez dire, voilà, les liens que j'ai avec Pfizer. Si vous recommandez le vaccin Pfizer, vous devez dire, écoutez, voilà, j'ai reçu 200 000 € de Pfizer.
voyez ? Bien sûr. Personne ne fait ça. Personne. Et ça, c'est la loi. C'est pas une opinion. C'est pas, vous savez, je sens votre sensibilité, ceci, ça, non. C'est la loi. Et la loi n'est pas appliquée dans ce pays. Elle n'est pas appliquée dans ce domaine. On a vu que la loi sur les conflits d'intérêts n'est pas appliquée dans ce pays. Est-ce que selon vous, à travers tout ce qu'on a mis en place, toutes les mesures qu'on a mis en place, qu'on a évoquées durant la période Covid, ça a marqué de manière définitive le rapport qu'on a aux maladies pour le reste de l'histoire? Globalement, je ne fais jamais de prédiction dans ma vie, Ouais. mais ce que je peux dire, c'est que la perception de la population, de la fiabilité des gens qui parlent au nom de la recherche ou qui parlent au nom de la médecine, c'est à diminuer d'une manière spectaculaire. Et ça, c'est embêtant. Les gens n'ont... Vous savez, quand on est arrivé, quand même, moi je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que dans une maladie, on dit aux malades n'allez pas voir les médecins, on dit aux médecins ne voyez pas les malades, parce que, alors qu'on ne sait pas les symptômes, on ne sait pas, et que une maladie, ça n'est pas que le traitement de la cause, c'est le traitement des conséquences aussi. Vous voyez ? Là, il y avait des conséquences qu'on ne pouvait pas connaître si on n'examinait pas les malades, que nous avons décrites entièrement parce que personne ne regardait les malades. Donc on a décrit qu'il y avait des hypoxies sans essoufflement, alors que le discours du ministère, c'était « il faut attendre d'être essoufflé ». Et quand on était essoufflé, vous étiez pré-mortem en réalité, d'accord ? Les gens ne savaient pas qu'il y avait des troubles de la coagulation parce que les gens, comme ils n'avaient pas vu les malades, ils disaient c'est un peu comme la grippe. Mais ce n'était pas du tout la grippe, c'est une autre maladie. L'ignorance. C'est de l'ignorance. Et puis des gens qui disent pour la première fois, parce que ça revient avec ce que je vous dis sur le tertiaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que des gens qui ne pratiquent pas, qui ne voient pas les malades, qui décident de ce qu'est la médecine. Et ça, c'est pas raisonnable, mais pas du tout. C'est dangereux pour la suite? Oh non, mais c'est un des témoins de l'effondrement de notre civilisation, et en particulier de la France. Enfin, tous les ans, on recule, vous prenez n'importe quel paramètre, vous prenez la corruption, vous prenez... Pas moi qui le dis, on est toujours, en ce moment, notre place, c'est 26e. Donc sur les QI, on est 26e, sur les trucs PISA, on est 26e, les PIAC, on est 26e, la corruption, on est 26e, le PIB par tête d'habitant, on est 25, 26e. Donc on est passé de, je sais pas, vous savez, moi quand j'étais jeune, je suis allé aux États-Unis, le PIB par tête d'habitant était plus important en France qu'aux États-Unis, quand on avait le 3e PIB mondial. C'est nous qui envoyions les satellites américains sur orbite, puis ils ne pouvaient plus le faire à cause du problème de la navette. Donc c'était nous, c'était pas partagé avec les Allemands, c'était nous, c'est la fusée Ariane. Hein. On avait la meilleure aviation du monde, on avait inventé le Minitel. À l'époque, la France avait technologiquement la meilleure industrie du nucléaire. Enfin, je parle des années 80, il faut voir où on est maintenant. Enfin, on avait une industrie automobile. Donc on a une civilisation qui meurt, c'est ce que vous dites? On a une civilisation qui meurt, c'est ce que vous dites? On est à la fin d'une histoire de civilisation. J'ai fait un autre livre qui est là-dessus, qui s'appelle Homo chaoticus, qui explique que de toute manière, toutes les civilisations meurent, en particulier les civilisations urbaines, ça meurt. Celles qui ne meurent pas, c'est les civilisations nomades. Les cités, les grandes cités, elles finissent toutes par mourir. C'est comme ça, c'est l'histoire. Pour les au moins 10 000 ans d'histoire que l'on a, toutes les civilisations urbaines finissent par s'écrouler parce que ça, la proportion des gens qui ne font pas par rapport à la proportion des gens qui font augmente, et puis ça tue, c'est du parasitisme en réalité. Quand vous avez trop de parasites, là on a 80% de parasites, c'est trop, on meurt. Merci beaucoup Didier Raoult. Très bien. Merci beaucoup, merci à vous.